Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, la facture d'électricité va baisser de 15%. Pour la première fois en 10 ans, 24 millions de foyers sont concernés. Ils économiseront en moyenne 400 € par an. Pourquoi maintenant ? Pourquoi une baisse de 15%? Bon, d'abord, c'est une bonne nouvelle et comme on n'en a pas forcément beaucoup dans la période, on peut la saluer. Le tarif réglementé de l'électricité, la commission de régulation de l'énergie que je préside le calcule une fois par an. Il se trouve que c'est au 1er février. Et on constate donc dans ce calcul la baisse des prix sur le marché de gros. Le prix de l'électricité avait énormément monté pendant la crise liée à la guerre en Ukraine et aussi au problème d'EDF sur ses réacteurs nucléaires. Là, ce prix revient à des niveaux plus abordables sur les marchés de gros et du coup, ça se transmet dans le prix de détail des Français. Avec un prix qui est calculé aussi en fonction de ce que peut coûter le transport de l'électricité. C'est là que vous intervenez aussi ? Oui, en fait, on intervient à la fois sur la partie calcul, le marché de gros, on le constate, et réseau. Et les réseaux, c'est nous qui fixons les prix. En gros, dans votre facture, dans notre facture à tous d'électricité, il y a la part électricité elle-même, il faut bien la produire. Il y a la part réseau, il faut bien que cette électricité, elle arrive des centrales ou des panneaux solaires jusqu'à chez nous. Et puis, il y a des taxes. Et sur les réseaux, tous les 4 ans, on remet à jour le tarif de réseau parce qu'on a besoin d'investir dans les réseaux. Et on le fait aussi au 1er février. Donc, c'est moins 15%. C'est le résultat de tout ça. Mais justement, vous dites que vous allez devoir investir dans vos réseaux parce qu'il faut les rénover. Tout ça va aussi coûter cher. 200 milliards d'euros qui devront être investis d'ici 2040, selon Enedis et RTE. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à long terme, les tarifs de l'électricité, ils devraient continuer d'augmenter ? En fait, on a besoin de plus de réseaux parce qu'on a besoin d'électrifier. Et on a besoin d'électrifier parce que l'électricité, ça n'émet pas de CO2. Et du coup, si on veut être sérieux sur la lutte contre le changement climatique, alors il faut sortir des énergies fossiles et il faut plus d'électricité. Plus d'électricité, ça veut dire plus de réseaux. Mais ça veut aussi dire plus de consommation. Donc ces investissements, ils vont être financés un petit morceau par plus de consommation. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça fait monter le prix de la facture unitaire. Donc et là, la bonne nouvelle, juste pour finir, tant qu'on est dans les bonnes nouvelles, c'est qu'on a recalé ce tarif de réseau pour 4 ans, au 1er février. Donc, pour les 4 prochaines années, ça n'augmentera plus que de l'inflation, plus un petit facteur de régularisation tous les ans. Donc, il n'y aura pas d'augmentation massive dans les 4 prochaines années. Dans les 4 prochaines années, mais effectivement, ça ne dit pas ce qui peut se passer après. Bien sûr, on aura toujours besoin de continuer à investir. Plus on électrifie, plus on consomme de l'électricité et plus ces investissements dans les réseaux sont absorbables. Mais si on en est au rayon des bonnes nouvelles, ça veut dire que pour l'année 2025, a priori, il n'y aura pas de hausse exceptionnelle nouvelle. Absolument. Pour l'année 2025, les réseaux, c'est fait. Le prix de l'électricité, c'est fait. Les taxes sont dans la loi de finances. Si après, il se passe autre chose, gouvernement, parlement, sur les taxes et les impôts, évidemment, ça sera répercuté. Ça permet aux Français peut-être de se projeter un petit peu sur cette année. Exactement, jusqu'à 26. Et justement, qu'est-ce qui va se passer pour les Français qui sont en offre de marché ? Alors, on a effectivement 24 millions de foyers qui sont au tarif réglementé ou avec des offres indexées et 10 millions de foyers qui sont en offre de marché. Ceux-là, pour la très grande majorité, ils ont déjà bénéficié de la baisse du prix de l'électricité parce qu'ils ont souscrit il y a quelques mois, parfois un peu plus longtemps, et ils ont souscrit des offres qui étaient équivalents, tarifs réglementés, moins 10%, moins 15%, moins 20%. Donc avec la baisse des tarifs réglementés, ça va remettre tout le monde sur un pied à peu près d'égalité. Et ensuite, ça va dépendre des fournisseurs. Il y a de la concurrence sur le marché de l'électricité. Certains fournisseurs vont absorber la hausse des tarifs de réseau et des taxes. D'autres vont la répercuter. Mais si vous partez d'ici, même si les tarifs réglementés baissent et que les taxes augmentent un peu, vous pouvez vous retrouver avec une offre toujours favorable. Donc, le message pour tous les consommateurs en offre de marché, c'est comparer. Regardez, il y a un comparateur sur le site du médiateur de l'électricité, le médiateur de l'énergie. Vous regardez quel est le prix aujourd'hui du tarif réglementé, quel est le prix de votre contrat. On peut toujours changer sans indemnité de résiliation. Il y a 15 millions de Français qui ont souscrit des contrats d'électricité avec des heures creuses. En général, c'est la nuit, des heures pleines en journée. On sait que le découpage va évoluer avec bientôt des heures creuses qui pourraient être dans l'après-midi. Vous avez déjà une idée de ce que pourrait être ce découpage et quand est-ce qu'il sera effectif ? Alors, on y travaille et tout ceci deviendra officiel d'ici une dizaine de jours puisqu'on rend une décision là-dessus la semaine prochaine. L'idée générale, c'est de mettre plus d'heures creuses
en journée. On n'a pas besoin d'avoir 8 heures creuses la nuit, et par contre, des heures creuses en journée, ça peut être pratique. Ceux qui ont des véhicules électriques importants et qui ont besoin de 8 heures d'affilée pour pouvoir recharger leur batterie. Ça serait les perdants. Pas forcément. D'abord parce qu'on gardera toujours au moins 5 heures creuses la nuit. Et donc, pour certaines batteries, c'est pas suffisant. Ça suffit quand même assez largement pour recharger. Puis d'ailleurs, aujourd'hui... Pas pour tout, a priori. Ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder, justement, très précisément. Et puis aujourd'hui, dans les 15 millions de foyers qui ont des heures creuses, on en a déjà à peu près 9 millions qui les ont que la nuit et 6 millions qui en ont aussi en journée. Donc vous voyez, les gens se sont aussi adaptés. On va en avoir plus en journée. Ça commencera deuxième semestre 2025 jusqu'à fin 2027 pour changer progressivement ces schémas d'heures pleines, heures creuses. Mais ces heures creuses, il est important de les maintenir ? C'est très important de les maintenir parce qu'une manière de ne pas voir sa facture exploser, c'est d'essayer de consommer au moment où l'électricité est moins chère. C'est bon pour le consommateur parce que dès que vous avez plus de 30% de votre consommation en heures creuses, vous y gagnez. Et c'est assez facile quand vous avez un chauffe-eau électrique, par exemple. Et c'est bon pour le réseau aussi. Et c'est bon pour le réseau qui, du coup, n'est moins saturé quand tout le monde consomme en même temps. Et c'est mieux aussi pour le marché et pour la production. Merci beaucoup, Emmanuelle Vargon. Vous restez avec nous, bien évidemment, pour la suite de ce 8h30. On se retrouve dans quelques instants, dans une minute, juste après le fil info à 8h40 avec Mathilde Romagnan. Le franco-israélien Ofer Calderon a été libéré ce matin par le Hamas à Khan Younes dans la bande de Gaza, tout comme l'israélien Yarden Bibas. On attend la libération de l'israélo-américain Keith Siegel. En échange, Israël va libérer 183 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le groupe islamiste. Aux États-Unis, le pétrole, le gaz, l'acier et les semi-conducteurs venant du Canada, du Mexique ou de Chine seront bien soumis à des droits de douane. Donald Trump l'a confirmé hier. Le président américain a aussi promis des taxes douanières à venir pour l'Union européenne. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique sont repassés ce matin en vigilance orange au cru. Ils sont restés en vigilance rouge pendant plusieurs jours. Le niveau de l'eau a commencé à baisser pour la Vilaine. Le secteur de Redon a été particulièrement touché. Le football est la 20e journée de Ligue 1. Hier, Lens l'a emporté 2-0 sur la pelouse de Montpellier. Aujourd'hui, à 17h, Brest reçoit le PSG. Une affiche aux avant-goûts de Ligue des Champions. Les deux clubs se revoient dans 10 jours pour une place en 8e de finale. France Info. Le 8h30 France Info, Alix Bouillaguet, Benjamin Fontaine. Nous sommes toujours avec Emmanuelle Vargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Dans le budget de 2025, le RN dénonce l'article 4 du projet de la finance qui prévoit la fin du mécanisme de protection baptisé AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est un petit peu technique, mais tout ça pourrait faire augmenter mécaniquement les tarifs de l'énergie d'origine nucléaire. Le RN est formel, ce changement entraînera une hausse du prix de l'électricité. Est-ce que le RN a raison? Moi, je trouve cette position du RN un peu étonnante. Et pour moi, c'est quand même plutôt une position politique parce que sur le fond, cet article, il constate la fin de ce mécanisme. La fin de ce mécanisme n'est pas dans cet article. Elle est dans le droit qui disait que ça s'arrête au 1er janvier 26. Donc ce mécanisme se termine de toute façon. L'article 4 de la loi de finances n'a rien à y faire. En revanche, cet article 4 crée le nouveau mécanisme de protection des consommateurs. Et ce qu'il va faire... Donc il y a un côté un peu paradoxal à refuser cet article 4 au nom de la protection du consommateur, alors que précisément c'est l'article qui le protège. Donc il y a une mauvaise interprétation. Je pense qu'il y a surtout une prise de position très politique sur ce sujet, mais sur le fond, mais sur le fond, ce n'est pas cet article qui supprime ça. Ce changement entraînera une hausse du prix de l'électricité. Alors, ce mécanisme qui s'appelait l'AREN, qui est un mécanisme dans lequel EDF partage son électricité nucléaire pour tous les consommateurs, a été décidé il y a une dizaine d'années. Il a toujours été décidé pour s'arrêter au 31 décembre 2025. Comme il s'arrête, il faut bien le remplacer par quelque chose, parce que effectivement, on va passer à un système où Électricité de France, EDF, va vendre son électricité sur les marchés. Plus cher. Et donc, ça va dépendre du prix de marché. Donc, il pourrait y pour avoir l'instant, les prix de marché sont assez cohérents avec le mécanisme précédent. Donc, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Mais évidemment, c'est difficile de préjuger à moyen-long terme des prix de marché. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau système de protection qui se met en place. Et il faut encore travailler pour être bien sûr que ce nouveau système de protection protège dans tous les cas. Mais donc, il pourrait y avoir quand même une hausse éventuelle du prix de l'électricité. Le prix de l'électricité, il va arriver maintenant
complètement sur le marché. Donc c'est ce mécanisme de protection qui doit permettre, lorsque les prix s'envolent, de continuer à protéger. Mais pendant la crise, il faut bien voir que l'Arenh, donc le mécanisme précédent, a été totalement insuffisant pour protéger les consommateurs, parce que les prix sont montés tellement haut que en fait, c'est l'intervention de l'État, le bouclier, qui a vraiment protégé les consommateurs. Donc on passe d'un système à un autre, les deux systèmes avaient des avantages et des inconvénients. Dans ce budget, en tout cas, Emmanuelle Wargon, l'écologie est la grande perdante. 1 milliard de moins pour MaPrimeRénov', réduction aussi du fonds vert, des subventions sur les voitures électriques. C'est un mauvais signal, non ? Moi, je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. La cause de l'écologie n'a pas disparu. On le voit tous les jours. On le voit avec les incendies en Californie. On le voit avec les inondations. On le voit partout. Et on a besoin de transformer notre système de production d'énergie. On a aussi besoin de changer notre mode de consommation. Donc, ça veut dire rénover les logements. MaPrimeRénov', c'est moi qui l'ai créé. J'y suis extrêmement attachée. Rénover les logements, aider à l'achat de voitures électriques. Et donc, on a besoin de continuer à soutenir. Donc il faut une forme de cohérence et de permanence dans ces politiques publiques. C'est vrai qu'on a des finances publiques très contraintes, mais on ne fait pas des choix que pour aujourd'hui, on fait des choix pour demain et après-demain. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ces mesures ? En tout cas, je pense qu'il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas trop d'à-coups dans ces grandes politiques publiques pour l'écologie. C'est pas pour l'écologie elle-même, c'est pour faire face à des transformations. Mais justement, les Français ne seront pas incités à faire ces transformations si on leur donne moins d'argent, moins d'aide. C'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à investir là-dedans, c'est important. Est-ce que vous trouvez François Bayrou habile ? Il y a eu une commission mixte paritaire conclusive, comme on dit hier. Lundi, il va y avoir un vote, sans doute une censure mercredi. Est-ce que vous dites il se débrouille pas si mal ? Alors moi, ce que je me dis, c'est que je préside une autorité administrative indépendante, que j'ai fait de la politique quelques années, que c'était un bel engagement, mais qu'aujourd'hui, je prends plus parti dans la vie politique directement. La Cour des comptes a récemment estimé le coût des 6 futurs réacteurs nucléaires EPR à 77 milliards d'euros. Ça va s'ajouter aux fameuses dépenses sur les réseaux dont on parlait en début d'entretien. Est-ce que ces dépenses, elles vont être soutenables pour les consommateurs et pour les entreprises ? Alors, on n'a pas encore complètement le modèle économique de financement du nouveau nucléaire. Et donc, les discussions sont en cours entre EDF et l'État, notamment parce que c'est la partie financière qui coûte cher. Il y a la partie industrielle, bien sûr, mais il y a aussi de savoir comment c'est financé. Mais l'idée, c'est justement de trouver ce modèle qui va permettre de ne pas trop peser sur le consommateur. Pour l'instant, le nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une chance à la fois en sécurité d'approvisionnement et parce que ça permet d'avoir de l'électricité abondante. Cette année, on a exporté énormément d'électricité. On a produit 400 TWh d'électricité nucléaire, enfin 370 exactement, et en tout on a exporté 90 TWh, donc c'est énorme. Record historique. Et donc le nucléaire nous permet ça. Donc le nouveau nucléaire a vocation à prendre le relais aussi du nucléaire existant, en complément avec les renouvelables. Et comme ce nouveau nucléaire, il va pas arriver tout de suite, il arrive d'ici une quinzaine d'années. Justement, l'avancement d'ici de la construction, on a besoin des renouvelables. Des futurs réacteurs EPR annoncés par le président, c'est pour quand ? C'est un gros projet industriel. Donc pour l'instant, on en est au débat public, on en est aux travaux préliminaires. Donc ça va s'étaler sur plus de 10 ans, plutôt 15 ans. Là, pour l'instant, on en est à la mise en service du précédent, le fameux EPR de Flamanville, qui est en service depuis décembre et qui commence à produire de l'électricité. Les prochains, c'est pas tout de suite. C'est pour ça qu'on a besoin, entre-temps, de solaire et d'éolien. Justement, sur ces énergies renouvelables, vous avez fixé quels objectifs ? Parce qu'on voit aujourd'hui que les panneaux solaires, on va les chercher en Chine, on n'en construit plus en France. On voit que les éoliennes, c'est compliqué à implanter parce que les Français n'en veulent pas dans les endroits où on les met. Comment atteindre les objectifs que vous vous fixez ? D'abord, vous avez raison, il y a un vrai sujet de filière industrielle. C'est-à-dire on a besoin de plus de panneaux solaires, on a besoin d'éoliennes, donc il faut une filière européenne. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris, des investissements qui sont prévus en France pour retrouver des usines de panneaux solaires, pour continuer à investir en France et en Europe dans des usines d'éoliennes. On en a absolument besoin, il faut garder ces technologies ou les rapatrier en Europe. C'est déjà fini chez nous en tout cas.
Alors, pour l'éolien, c'est pas fini chez nous. Mais pour le panneau solaire. Et pour le solaire, ça revient, puisqu'il y a quelques grands projets qui sont en phase finale avant les décisions d'investissement. Et il y a heureusement une prise de conscience de l'Union européenne qui va nous permettre de mettre dans les appels d'offres des clauses sur la production sur sol européen. On en a absolument besoin. Les textes sont en fin de préparation. Voilà, plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Est-ce qu'on peut envisager des droits de douane, des taxes particulières plus fortes, par exemple, sur les panneaux solaires chinois, comme on a pu le faire avec les voitures électriques au niveau européen? Je pense qu'on peut envisager beaucoup de mesures, que ce soit ce type de mesures ou des mesures dans lesquelles on réserve une partie du volume des appels d'offres pour des raisons de souveraineté. Parce que l'énergie, c'est bien sûr le prix, c'est le pouvoir d'achat et la compétitivité, c'est la transition écologique, mais c'est aussi la souveraineté. On a besoin de se réapproprier notre capacité à produire notre énergie en Europe et en France. Alors vous insistez sur la complémentarité entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Pourtant, certains estiment que l'investissement massif dans les énergies renouvelables est une dépense trop élevée. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, parce que, encore une fois, si on veut lutter contre le changement climatique, alors on a 2/3 de notre consommation d'énergie aujourd'hui qui est encore fossile. C'est du gaz fossile, du pétrole, du fioul. Face à ça, il faut plus de biogaz, mais il faut aussi plus d'électricité. Et plus d'électricité, c'est plus de renouvelables. On l'a dit, les prochains réacteurs nucléaires, ils arrivent dans une quinzaine d'années. D'ici là, cette croissance, elle doit se faire avec les renouvelables. Et leur prix est en train de baisser, donc leur prix devient supportable pour les finances publiques. On parlait du renouvelable, il y a aussi le gaz. 50% des importations européennes de gaz naturel liquéfié viennent des États-Unis qui dominent le marché. Notre dépendance à ce pays, est-ce que ça menace notre autonomie énergétique, notre souveraineté européenne ? À court terme, on a quand même pas mal diversifié, puisqu'on achète un peu partout dans le monde du gaz naturel liquéfié. On en achète aux États-Unis, mais pas seulement. Donc à court terme, on n'a pas d'inquiétude sur notre sécurité d'approvisionnement. En 2050, l'Europe s'est dotée d'un objectif très ambitieux qui est le zéro net carbone. Et avec ça, la trajectoire dit qu'on va consommer 2 fois moins de gaz et que le gaz qu'on consommera ne sera plus du gaz fossile. Ce sera du biométhane, émis par méthanisation ou par d'autres techniques. Et donc, ça veut dire 2 fois moins de consommation, et c'est cette trajectoire qu'il faut vraiment accompagner. Donc aujourd'hui, on n'est pas inquiet sur la sécurité d'approvisionnement. Il y a d'ailleurs beaucoup de projets de GNL aux États-Unis, de gaz liquéfié, et donc il y aura beaucoup d'exportations. Merci beaucoup, Emmanuelle Vargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Alix.